Le silence dans le tribunal fut brisé par le bruit du marteau frappant la table du juge. Elena était assise sur le banc des accusés, les mains tremblantes en tenant un mouchoir déjà imbibé de larmes. Ses 3 enfants triplés, désormais adultes de 25 ans, étaient au premier rang, prêts à témoigner en sa faveur. Ce que personne ne savait, c'est que ce procès révélerait des secrets enterrés depuis plus de 2 décennies. J'accuse Elena Mark d'abandon de personnes incapables, de négligence médicale et de fraude documentaire, déclara l'avocat de l'accusation, pointant du doigt la femme fragile qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des derniers mois. L'homme responsable de ces accusations était assis de l'autre côté de la salle, vêtu d'un costume coûteux et affichant un sourire de satisfaction. Roberto, son ex-mari, avait enfin obtenu ce qu'il avait toujours voulu, détruire complètement la femme qu'il avait un jour promis d'aimer. L'histoire avait commencé 26 ans plus tôt, lorsqu'Elena était une jeune enseignante âgée de seulement 22 ans. Elle travaillait dans une école publique en périphérie de la ville, consacrant ses après-midi à enseigner à des enfants défavorisés. C'est là qu'elle rencontra Roberto, un entrepreneur en plein essor qui visitait l'école pour une campagne caritative de son entreprise. Il fut séduit par la détermination et la bonté d'Elena, et elle tomba amoureuse de sa générosité et de son ambition apparente. Le mariage eut lieu rapidement. Roberto la convainquit de quitter son emploi, promettant qu'elle n'aurait plus jamais besoin de travailler. « Une femme comme vous mérite d'être choyée », disait-il, la couvrant de cadeaux coûteux et l'emmenant en voyage luxueux. Elena crut avoir trouvé l'homme parfait, quelqu'un qui la valorisait et respectait ses rêves. La grossesse des triplés fut une surprise, mais aussi une bénédiction. Elena n'avait jamais été aussi heureuse que pendant les mois où elle portait les 3 bébés dans son ventre. Roberto semblait également enthousiasmé, achetant des meubles pour enfants coûteux et parlant de l'héritage qu'il laisserait à ses enfants. Pendant les 9 mois, il fut le mari le plus attentionné du monde, prenant soin de chaque détail et veillant à ce qu'Elena bénéficie du meilleur suivi médical. L'accouchement fut compliqué. Elena passa 14 heures en travail avant que les médecins ne parviennent à faire naître les 3 bébés en toute sécurité. Lucas, le premier-né, pleura bruyamment, comme s'il savait déjà qu'il devrait lutter dans la vie. Marina arriva 2 minutes plus tard, toute petite mais avec un regard déterminé. Enfin vint Diego, le plus calme des 3, qui ouvrit les yeux et sembla observer le monde avec curiosité avant de commencer à pleurer. Pendant les premiers mois après la naissance, Roberto commença à changer. Il travailla plus tard, rentrant chez lui irrité et distant. Elena attribua ce changement au stress d'avoir 3 bébés à la maison et tenta d'être compréhensive. Elle s'occupait seule des triplés pendant la journée, les allaitait, changeait leurs couches et essayait de dormir quelques heures entre les tétées nocturnes. C'est lors d'une consultation pédiatrique de routine que tout s'effondra. Le médecin commenta, presque par hasard, que les 3 bébés avaient des caractéristiques physiques très marquées, notamment les yeux clairs et la forme du menton. « C'est intéressant comme fonctionne la génétique », dit le docteur, « ils ressemblent beaucoup plus à leur mère qu'à leur père. » Roberto, présent lors de la consultation, sembla visiblement perturbé par ce commentaire. Cette même nuit, il confronta Elena avec une accusation dévastatrice. « Ces enfants ne sont pas les miens, » dit-il froidement. « Tu m'as trompé, et maintenant tu essaies de me rendre ridicule. » Elena fut choquée et désespérée, suppliant qu'il cesse ces accusations absurdes. Elle n'avait jamais même regardé un autre homme depuis leur mariage. Roberto refusa d'écouter les explications. Le lendemain, il quitta la maison en emportant tous les documents importants et les cartes bancaires. Elena découvrit qu'il avait vidé les comptes communs et annulé toutes les cartes de crédit. En quelques heures, elle se retrouva seule avec 3 bébés de 4 mois, sans argent et sans accès à ses propres biens. La situation empirait rapidement. Roberto répandit dans toute la ville la version selon laquelle Elena l'avait trompé et que les triplés étaient le fruit d'une relation extra-conjugale. Comme il était un entrepreneur respecté et influent dans la communauté, les gens crurent facilement sa version. Elena devint la cible de rumeurs cruelles et de regards jugeants partout où elle allait. La famille d'Elena lui tourna également le dos. Ses parents, des personnes conservatrices et soucieuses de la réputation de la famille, refusèrent de l'aider. « Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans », dit sa mère lors de leur dernière conversation. Ses frères suivirent l'exemple, rompant complètement tout contact. Si vous aimez cette histoire de lutte et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la fin surprenante de ce parcours émouvant. Elena a dû vendre ses bijoux pour pouvoir acheter du lait en poudre et des couches. L'appartement que Roberto avait loué pour elle était minuscule et situé dans un quartier dangereux. Les murs étaient fins, et elle entendait constamment les voisins crier et se disputer. Pendant les nuits, alors que les bébés pleuraient de faim, elle se demandait comment elle en était arrivée là. Roberto n'avait pas complètement disparu de leur vie. Au contraire, il faisait un point d'honneur à apparaître de temps en temps, toujours accompagné de sa nouvelle petite amie, Vanessa,
une femme 10 ans plus jeune qui travaillait dans son entreprise. Ils arrivaient dans des voitures importées, vêtus de vêtements de marque, et faisaient des commentaires méchants sur la situation d'Elena. « Regarde ce que tu es devenue », disait Roberto en observant l'appartement en désordre et Elena vêtue simplement, les cheveux décoiffés. « Si tu avouais la vérité sur ces enfants, peut-être que j'aurais pitié de toi. » Vanessa riait à ses côtés, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie privée. Elena ressentait un mélange de colère et d'humiliation, mais ne réagissait jamais devant les enfants. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que Roberto avait un plan bien plus cruel que de simplement l'abandonner. Il détruisait systématiquement toute chance pour elle de reconstruire sa vie. Grâce à ses contacts dans le monde des affaires, il s'assurait qu'Elena ne puisse trouver un emploi nulle part dans la ville. Chaque fois qu'elle était convoquée à un entretien, un appel anonyme parvenait à l'employeur racontant sa version des faits. Les triplés grandissaient dans cette atmosphère de tension et de difficulté. Lucas, même enfant, montrait déjà une personnalité protectrice, essayant toujours de consoler sa mère quand elle pleurait. Marina était la plus observatrice des trois, restant silencieuse dans les coins et écoutant toutes les conversations des adultes. Diego semblait être le plus sensible, pleurant chaque fois qu'il percevait que quelque chose n'allait pas dans l'environnement. Lorsque les triplés eurent 5 ans, Elena réussit enfin à obtenir un emploi comme femme de ménage dans un bureau ouvert la nuit. Le salaire était faible, mais c'était déjà quelque chose. Elle travaillait de 10 heures du soir à 6 heures du matin, puis rentrait chez elle pour s'occuper des enfants pendant la journée. La fatigue était constante, et sa santé commença à se détériorer. C'est à cette époque que Roberto apparut avec une proposition inattendue. Il proposa de payer une école privée pour les triplés, mais à une condition. Elena devait signer un document déclarant qu'il n'était pas le père biologique des enfants. « C'est pour protéger ma réputation dans les affaires », expliqua-t-il avec ce faux sourire qu'Elena connaissait si bien. Elena refusa catégoriquement. Même dans la misère, elle ne permettrait pas que ses enfants grandissent en croyant qu'ils étaient des bâtards. Roberto quitta sa maison furieux ce jour-là, promettant qu'elle regretterait son entêtement. 3 jours plus tard, Elena reçut une convocation judiciaire. Roberto demandait un test de paternité pour prouver qu'il n'était pas le père des triplés. Le procès fut un cauchemar. Roberto engagea le meilleur cabinet d'avocats de la ville, tandis qu'Elena dut se contenter d'un avocat public débordé de travail. Lors des audiences, Roberto et ses avocats peignaient Elena comme une femme de moralité douteuse, ayant trompé un homme honnête et prospère. Le test de paternité confirma que Roberto était bien le père des 3 enfants. Elena ressentit un mélange de soulagement et de colère en voyant l'expression de choc sur le visage de son ex-mari lorsque le résultat fut lu à haute voix. Mais la victoire fut de courte durée. Roberto fit appel de la décision, affirmant que les tests avaient été manipulés. Au fil des années suivantes, Roberto continua de tourmenter Elena à travers le système judiciaire. Il intentait des procès en affirmant qu'elle ne s'occupait pas correctement des enfants, remettait en question ses méthodes d'éducation et l'accusait même d'utiliser les enfants pour extorquer de l'argent. Elena dépensait le peu d'argent qu'elle réussissait à économiser en avocats et frais judiciaires. Les triplés assistaient à tout cela en silence, mais absorbaient chaque détail. Ils voyaient leur mère pleurer la nuit, travailler jusqu'à l'épuisement et être constamment humiliés par leur propre père. Dans leurs jeunes esprits, ils commencèrent à comprendre clairement qui était le méchant dans cette histoire. Lorsque Lucas eut 8 ans, il posa une question qui laissa Elena sans voix. « Maman, pourquoi notre père nous déteste-t-il autant ?» Elena ne sut que répondre. Comment expliquer à un enfant que certains adultes sont capables de cruautés inimaginables, même envers leurs propres enfants? Roberto, de son côté, semblait prendre plaisir à cette situation. Il avait épousé Vanessa et vivait une vie luxueuse, tandis qu'Elena et les triplés peinaient à payer les dépenses de base. Il faisait un point d'honneur à exhiber sa prospérité chaque fois qu'il en avait l'occasion, comme pour punir Elena d'avoir résisté à ses chantages. La santé d'Elena continua de se détériorer au fil des années. Le stress constant, la mauvaise alimentation et les longues journées de travail faisaient leur effet. Elle développa des problèmes cardiaques et le diabète, mais n'avait pas les moyens de suivre un traitement adéquat. Les médicaments étaient chers, et elle priorisait toujours les besoins de ses enfants. C'est lors d'une des crises de santé d'Elena que quelque chose changea définitivement dans la dynamique familiale. Les triplés, désormais âgés de 12 ans, se réunirent secrètement dans la chambre qu'ils partageaient et firent un pacte solennel. Ils jurèrent que, lorsqu'ils seraient grands, ils feraient payer Roberto pour tout ce qu'il avait fait à leur mère. Les années passèrent, et les triplés grandirent avec une détermination féroce qui impressionnait tous ceux qui les entouraient. Lucas devint un étudiant brillant, toujours premier de la classe dans toutes les matières. Il dévorait des livres de droit trouvés à la bibliothèque publique, étudiant des affaires célèbres et mémorisant des lois. Son objectif était clair, devenir l'avocat le plus redouté des tribunaux. Marina développa une aptitude exceptionnelle pour les chiffres.
Elle pouvait détecter des incohérences dans n'importe quel tableau ou document financier d'un seul coup d'œil. Au lycée, elle découvrit sa véritable passion, démasquer les fraudes et les crimes financiers. Elle passait des heures à étudier des cas de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, se préparant pour l'avenir. Diego choisit une voie différente, mais tout aussi stratégique. Il avait un talent naturel pour la communication et percevait comment les mots justes pouvaient influencer l'opinion des gens. Il décida de devenir journaliste, mais pas un journaliste ordinaire. Il voulait avoir le pouvoir de façonner l'opinion publique et de dénoncer les injustices. Elena observait la croissance de ses enfants avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle percevait qu'ils portaient une amertume profonde, une soif de justice qui l'effrayait parfois. Un soir, elle essaya de parler à Lucas à ce sujet. « Fils, ne laisse pas la haine consumer ton cœur. » Lucas répondit froidement, « Ce n'est pas de la haine, maman. C'est de la justice. » Pendant ce temps, Roberto continuait de prospérer. Son entreprise s'était étendue à d'autres États, et il était considéré comme l'un des entrepreneurs les plus prospères de la région. Vanessa avait donné naissance à 2 enfants, un garçon et une fille, qui grandissaient avec tous les privilèges que Roberto avait refusés au triplé. L'hypocrisie de la situation n'échappait à personne connaissant la véritable histoire. Roberto fit en sorte d'inscrire ses nouveaux enfants dans les meilleures écoles privées de la ville, celles mêmes pour lesquelles il avait refusé de payer pour Lucas, Marina et Diego. Il les emmenait en voyages internationaux et publiait des photos sur les réseaux sociaux, comme pour montrer à Elena ce que ses enfants auraient pu avoir. Lorsque les triplés eurent 18 ans, chacun suivit le chemin qu'il avait planifié durant l'adolescence. Lucas obtint une bourse complète pour étudier le droit dans la meilleure université du pays. Marina fut acceptée en comptabilité dans la même institution. Diego choisit le journalisme dans une université réputée pour former les meilleurs reporters d'investigation du pays. Pendant leurs années universitaires, ils restèrent en contact constant, partageant toujours informations et stratégies. Lucas étudiait des cas de fraude conjugale et d'abandon familial. Marina apprenait des techniques avancées d'audit et d'enquête financière. Diego développait ses compétences en journalisme d'investigation et en construction de récits. Le moment décisif arriva lorsqu'Elena fut hospitalisée en urgence. Ses problèmes cardiaques s'étaient aggravés, et les médecins déclarèrent qu'elle aurait besoin d'une opération coûteuse et urgente. Les triplés, désormais diplômés et au début de leur carrière professionnelle, se réunirent à l'hôpital pour discuter de la situation. « Nous avons besoin de 200 000 pour l'opération », dit Lucas en consultant les documents médicaux. L'assurance santé de base de maman ne couvre pas ce type d'intervention. Marina calcula rapidement. Avec nos salaires actuels, il nous faudrait 3 ans pour réunir cette somme. Elle n'a pas 3 ans. C'est Diego qui proposa l'idée qui allait tout changer. Et si nous récupérions ce qui nous revient de droit? Il avait passé des mois à enquêter discrètement sur la vie financière de Roberto et avait découvert des informations surprenantes. Roberto n'avait pas construit sa fortune uniquement par un travail honnête. J'ai trouvé des preuves de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et même de détournement de fonds publics, expliqua Diego en montrant un dossier rempli de documents. Il a des comptes dans des paradis fiscaux et des sociétés écrans. Son patrimoine actuel a été construit avec de l'argent sale. Marina prit les documents et commença à analyser les chiffres. Son expérience en comptabilité judiciaire lui permit d'identifier des schémas suspects, confirmant les découvertes de Diego. « C'est une bombe », dit-elle, les yeux brillants. « Si nous présentons ces preuves aux autorités, il peut tout perdre. » Lucas étudia les aspects légaux de la situation. « Nous pouvons le poursuivre pour abandon familial, fraude alimentaire, préjudice moral et collaborer avec les autorités fiscales pour exposer les crimes financiers. » Il fit une pause avant de continuer, mais ce n'est pas tout. J'ai découvert quelque chose sur le juge qui va juger l'affaire. Les frères et sœurs se regardèrent, réalisant que Lucas détenait une information importante. Le juge Alexandre Montero a vécu une situation similaire dans sa jeunesse, révéla Lucas. Sa femme a été abandonnée enceinte par un entrepreneur influent et elle est morte sans obtenir justice. Il a une motivation personnelle pour ce genre d'affaires. La découverte changea complètement leur stratégie. Il ne s'agissait pas seulement de rassembler des preuves, mais aussi de les présenter de la bonne manière, à la bonne personne. Le plan commença à prendre forme. Il poursuivrait Roberto à la fois en justice civile et pénale, exposant publiquement ses crimes par le biais de la presse. Diego utiliserait ses contacts journalistiques pour garantir une large couverture médiatique. Marina préparerait un rapport technique irréfutable sur les fraudes financières. Lucas conduirait la procédure légale avec une précision chirurgicale. Chacun apporterait ses compétences spécifiques pour un objectif commun. Faire payer Roberto pour des décennies de cruauté. Pendant qu'il finalisait les détails du plan,
Elena dormait dans son lit d'hôpital, inconsciente de la tempête que ses enfants préparaient. Les triplés savaient que c'était leur seule chance de rendre justice et de sauver la vie de leur mère. Le pacte fait dans leur enfance serait enfin honoré, et Roberto découvrirait qu'il avait complètement sous-estimé le pouvoir de 3 enfants qu'il avait méprisés pendant si longtemps. Le jour du procès arriva comme une tempête attendue. Le tribunal était bondé, avec des journalistes occupant les premiers rangs et des curieux disputant les sièges restants. Roberto entra confiant, vêtu de son costume le plus cher, accompagné d'une équipe de 5 avocats. Vanessa était à ses côtés, arborant des bijoux coûteux et un sourire arrogant. Elena entra soutenue par Diego, encore faible de la chirurgie cardiaque que ses enfants avaient réussi à financer en vendant tout ce qu'ils possédaient. Elle portait une robe simple, mais la tête haute pour la première fois depuis des décennies. Lucas, Marina et Diego marchaient derrière elle, chacun portant un dossier volumineux de documents. Le juge Alexandre Montero entra dans la salle, et Roberto le salua avec la familiarité de quelqu'un fréquentant les mêmes cercles sociaux. « Votre honneur, j'espère que nous pourrons résoudre rapidement cette situation embarrassante, » dit Roberto, confiant que son influence et ses ressources garantiraient une nouvelle victoire. Lucas se leva pour présenter l'accusation. « Monsieur le juge, je présente aujourd'hui non seulement un cas d'abandon familial, mais des preuves d'une conspiration criminelle qui s'étend sur plus de 20 ans. » Sa voix résonna dans la salle avec autorité, faisant froncer les sourcils de Roberto pour la première fois. « Mon client a été victime de chantage émotionnel, » interrompit l'avocat principal de Roberto. « Cette femme a utilisé des enfants qu'elle prétendait être les siens pour extorquer de l'argent et des avantages. Mon client a agi en légitime défense de son patrimoine et de sa réputation. » Marina s'approcha de la table du juge en portant une boîte de documents. « Avec votre permission, monsieur le juge. Je souhaite présenter des preuves montrant que l'accusé Roberto Almeida a construit sa fortune par fraude fiscale, blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Roberto pâlit visiblement, mais tenta de garder contenance. « C'est ridicule. Ce ne sont que des accusations infondées de personnes désespérées. » Vanessa lui prit le bras, murmurant quelque chose nerveusement à son oreille. Diego se leva et remit au juge une clé USB. « Monsieur le juge, j'ai ici des enregistrements de conversations téléphoniques où l'accusé admet avoir utilisé son influence pour empêcher ma mère de trouver un emploi. J'ai également des documents prouvant des transferts vers des comptes fantômes à l'étranger. » L'avocat de Roberto tenta de s'opposer. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement. Ils ne peuvent pas être utilisés comme preuve. Mais Lucas était préparé. Les enregistrements ont été réalisés par ma mère, qui avait l'autorisation légale d'enregistrer les conversations auxquelles elle participait, conformément à l'article 5 de la Constitution. Le juge Alexandre Montero examina les documents en silence. Son expression était impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Roberto ne pouvait identifier. « J'aimerais entendre le témoignage de Madame Elena, » dit-il enfin. Elena se leva avec difficulté, encore en convalescence après la chirurgie. Sa voix était faible, mais ses paroles étaient claires. « Monsieur le juge, je n'ai jamais trompé mon mari. Ces 3 enfants sont le fruit de notre mariage, et j'ai des preuves médicales qui le confirment. Roberto m'a abandonné parce qu'il a découvert que j'étais malade, et cela aurait contrarié ses plans d'ascension sociale. »« C'est un mensonge, » explosa Roberto, perdant son sang-froid pour la première fois. « Cette femme m'a trompé depuis le début. Elle a fait semblant d'être innocente pour profiter de ma prospérité. » Le juge frappa le marteau, exigeant le silence dans la salle. Lucas présenta alors la preuve la plus dévastatrice. « Votre honneur, nous avons découvert que Roberto savait dès le départ qu'il avait des problèmes de fertilité suite à une opération réalisée à l'adolescence. Il a utilisé des traitements médicaux spécialisés pendant notre conception, mais a ensuite fait semblant de douter de sa paternité pour pouvoir abandonner ma mère. » La révélation provoqua une onde de choc dans la salle. Roberto nia tout, mais Marina présenta les dossiers médicaux que Diego avait obtenus grâce à ses contacts journalistiques. Les documents étaient irréfutables. Roberto avait menti sur ses doutes concernant la paternité tout ce temps. Vanessa se leva brusquement et quitta la salle, visiblement bouleversée par les révélations. Roberto tenta de la suivre, mais le juge lui ordonna de rester. « Monsieur Roberto Almeida ne quittera pas cette salle avant la fin du procès », déclara Alexandre Montero avec fermeté. L'avocat de Roberto fit une dernière tentative désespérée. Même si ces allégations étaient vraies, cela ne justifie pas les accusations de crimes financiers. Mon client a construit son entreprise par un travail honnête. Marina sourit et présenta le dernier dossier de documents. Ce sont des copies de déclarations fiscales des 15 dernières années, expliqua Marina. Roberto a déclaré un revenu de 2 millions par an, mais ses dépenses documentées dépassent 8 millions annuels.
La différence provient de sociétés écrans et de comptes non déclarés à l'étranger. À ce moment-là, une personne inattendue entra dans la salle. La secrétaire personnelle de Roberto, portant une boîte de documents. « Excusez-moi, votre honneur », dit-elle en s'adressant au juge. « Je souhaite présenter des preuves supplémentaires concernant les activités criminelles de M. Roberto Almeida. » Roberto entra dans une panique totale. « Carmen, que fais-tu? Tu travailles pour moi depuis 15 ans. » La femme le regarda avec mépris. « Je travaillais, Roberto. Je ne peux plus être complice de vos crimes. » Elle expliqua au juge comment elle avait documenté des années d'activités illégales sur ordre de Roberto lui-même. Le juge Alexandre Montero resta silencieux de longues minutes, analysant tous les documents présentés. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait tout le poids de la justice. « Roberto Almeida, vous n'êtes pas seulement coupable d'abandon familial et de négligence, mais également d'une série de crimes financiers qui seront transmis aux autorités compétentes. Je décide que tous les biens de l'accusé soient confisqués pour réparer les dommages causés à la famille. L'entreprise sera vendue et le montant sera réparti entre Elena et les 3 enfants, en compensation des 25 années de souffrance causées. » Roberto s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin qu'il avait tout perdu. Le marteau du juge résonna une dernière fois dans la salle. De plus, Roberto Almeida purgera 12 ans de prison pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et abandon qualifié. Les triplés se serrèrent dans les bras les uns des autres tandis qu'Elena pleurait. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de justice. 3 mois après le jugement, Elena était méconnaissable. La femme fragile et brisée avait laissé place à une dame digne et rayonnante. Son traitement médical se déroulait dans le meilleur hôpital privé de la ville, et les résultats étaient surprenants. Les médecins ont dit que, avec les soins appropriés, elle pourrait vivre de nombreuses années de plus. La nouvelle maison se trouvait dans un quartier huppé, avec un grand jardin où Elena passait ses matinées à s'occuper de ses fleurs. C'était une résidence modeste comparée aux standards de Roberto, mais pour elle, elle représentait bien plus qu'un palais. C'était le foyer qu'elle n'avait jamais eu la chance de construire pour ses enfants lorsqu'ils étaient petits. Lucas était devenu associé du cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. Sa réputation grandissait rapidement, et il s'était spécialisé dans les affaires de violence domestique et d'abandon familial. Chaque semaine, il recevait des dizaines de lettres de femmes demandant de l'aide, et il ne refusait jamais un cas par manque de ressources du client. Marina avait fondé sa propre entreprise d'audit judiciaire. Son premier grand client fut le gouvernement de l'État, qui l'engagea pour enquêter sur des schémas de corruption. Elle découvrit plus de 50 millions de détournements et devint l'une des professionnelles les plus respectées du pays dans son domaine. Diego travaillait comme journaliste d'investigation pour l'un des plus grands journaux du pays. Sa série sur les crimes financiers des entreprises reçut des prix nationaux de journalisme. Il utilisait sa position pour donner la parole aux personnes qui, comme sa mère, avaient été réduites au silence par ceux qui détenaient le pouvoir et l'argent. Le changement le plus significatif, cependant, se produisit dans la communauté. L'histoire d'Elena et des triplés se répandit rapidement, inspirant d'autres familles dans des situations similaires. Un groupe de soutien fut formé dans la ville, offrant un accompagnement juridique et émotionnel aux femmes abandonnées par leur mari. Roberto purguait sa peine dans une prison d'État. Vanessa demanda le divorce 2 semaines après le jugement, emmenant leurs 2 enfants vivre dans un autre État. Elle découvrit que tout le luxe dont elle profitait provenait d'argent sale et ne voulait pas que ses enfants grandissent en portant ce fardeau. L'entreprise de Roberto fut vendue aux enchères publiques. Le montant récolté, ajouté aux biens confisqués, dépassa 15 millions. Elena reçut 40% de cette somme, et chacun des triplés reçut 20%. C'était plus d'argent qu'il n'avait jamais rêvé de posséder, mais cela symbolisait quelque chose de bien plus grand que la richesse matérielle. Elena décida d'utiliser une partie de son argent pour créer une fondation d'aide aux mères célibataires et abandonnées. Le centre offrait un soutien juridique gratuit, une assistance psychologique et des programmes de formation professionnelle. En 6 mois, plus de 200 femmes avaient bénéficié des services. La première remise de diplôme du programme de formation professionnelle fut un événement émouvant. Elena prit la parole devant les 50 femmes ayant terminé les cours. « Vous n'êtes pas des victimes, dit-elle d'une voix ferme. Vous êtes des survivantes qui méritent respect et opportunité. Ne laissez jamais personne diminuer votre valeur. » Lucas créa un département pro bono dans son cabinet, dédié exclusivement aux affaires de violence domestique et d'abandon familial. Son équipe grandit rapidement et ils commencèrent à former des avocats d'autres villes pour reproduire le modèle. L'idée était de créer un réseau national de protection juridique pour les familles vulnérables. Marina développa un système d'audit capable d'identifier automatiquement les schémas suspects dans les déclarations fiscales. Le gouvernement fédéral adopta sa technologie et la collecte d'impôts augmenta considérablement.
Elle fit don de tous les droits issus du brevet à des programmes sociaux destinés à l'éducation des enfants défavorisés. Diego écrivit un livre racontant l'histoire de la famille. Les triplés de la justice devint un best-seller national, et il fit don de tous les droits d'auteur à la fondation de sa mère. Le livre inspira des changements dans la législation sur l'abandon familial, rendant les sanctions plus sévères pour des cas similaires à celui de Roberto. Le juge Alexandre Montero prit sa retraite l'année suivant le jugement, mais pas avant de mettre en place un programme pionnier de protection des familles vulnérables. Il créa des tribunaux spécialisés dans les crimes contre la famille, avec des juges formés spécifiquement pour traiter ces affaires complexes. Carmen, l'ancienne secrétaire de Roberto, reçut une protection spéciale pour avoir été témoin clé dans le procès. Elle obtint un emploi au gouvernement de l'État, travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Son courage à dénoncer les crimes de son ancien patron inspira d'autres employés à signaler les irrégularités dans leurs entreprises. L'histoire eut une résonance internationale lorsque Diego fut invité à parler lors d'un congrès sur les droits de la famille en Europe. Il présenta le cas comme un exemple de la manière dont la justice peut fonctionner lorsqu'il y a détermination et preuves solides. Plusieurs pays manifestèrent leur intérêt pour connaître le modèle brésilien de protection familiale. Helena, désormais âgée de 62 ans, se réveillait chaque matin en remerciant la vie pour cette seconde chance. Elle savait que toutes les histoires n'avaient pas une fin heureuse comme la sienne, et c'est pourquoi elle travaillait sans relâche pour aider d'autres femmes à trouver leur propre justice. Les triplés se retrouvaient chaque dimanche chez leur mère pour déjeuner ensemble. C'était un rituel sacré, où ils partageaient leurs réussites, défis et projets futurs. Ils savaient que leur force venait de l'union et qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle adversité. La leçon la plus importante qu'ils apprirent fut que la justice n'est pas toujours rapide, mais lorsqu'elle arrive, elle a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Ils prouvèrent que 3 enfants rejetés peuvent grandir et changer le monde, une cause juste à la fois. Si vous avez été inspiré par cette histoire de dépassement et de justice, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits montrant comment la détermination peut triompher de toute injustice.